Eh bien, oui, effectivement, Emmanuel a plein de choses à nous dire. Ça fait longtemps que j'ai essayé de l'avoir avec nous. Malheureusement, il voyage pas mal. Hein. Et j'allais dire, il est fiché rive gauche depuis 5 ans. C'est des fiches particulières qu'on a. Et fiché rive gauche parce qu'il y a 5 ans, il avait fait paraître ce bouquin qui m'avait interpellé. On aura l'occasion d'en reparler. Ce bouquin qui s'appelait Qatar, vérité interdite. Donc on était déjà 5 ans avant au cœur de l'actualité qui nous guette, ce démarrage de la Coupe du Monde. Et je disais très souvent à Christelle, mais quand est-ce que vous arrivez à attraper pour qu'ils viennent nous voir? Alors elle nous disait, ben là il est à tel endroit, là il est à tel endroit, etc. Puis finalement on a réussi quand même. Hein, donc on va en profiter. Alors, sur la présentation d'Emmanuel Razavi, je vais être bref. Moi je vais me contenter d'une année de naissance en 68. Et je vais lui laisser le soin après de nous dire qu'est-ce qui s'est passé après 68. Quel est le parcours, comment est-ce qu'on arrive à être envoyé après aux 4 coins du monde, reporter de guerre avec tout ce que ça comporte de rencontres, de situations un peu particulières, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc qu'est-ce qui s'est passé depuis donc cette fameuse année 68? Alors avant de vous répondre, merci de m'accueillir parce que, comme je le disais à votre président, la première conférence que j'ai faite pour parler de mon métier il y a presque 25 ans, j'étais un jeune journaliste, c'était dans un Rotary, c'était au Rotary Club à Dijon. Alors il se trouve que, vous l'avez peut-être compris en fait pour certains d'entre vous, par mon nom, je suis d'origine iranienne et mon père est arrivé, pour vous expliquer très rapidement comment j'en suis venu au reportage de guerre. Mon père, né en Iran, est arrivé en France à la fin des années 40 et il avait été envoyé en France pour étudier, pour devenir médecin, avocat, dentiste, il est devenu dentiste, mais il était supposé retourner en Iran à la suite de ses études, ce qu'il n'a pas fait puisqu'il a rencontré ma mère qui est française et donc il est tombé amoureux et de ma mère et de la France. Et il a décidé de rester, voilà. Et il se trouve que j'ai eu la chance, de fait, de naître dans une famille, comment dire, biculturelle, si je puis dire, puisque je suis né en côtoyant à la fois la culture persane, et évidemment, j'ai grandi dans la culture française. Alors, pour faire très très court, d'ailleurs, j'ai fait mon choix très jeune, c'est que j'ai compris que j'étais beaucoup plus français qu'oriental, même si j'ai gardé une passion pour l'Orient, notamment, en fait, pour le Moyen-Orient. Et bien sûr, il y a eu la révolution de 1979. Donc, comme vous l'avez rappelé, je suis né à Clamecy, en Bourgogne, parce que mon père avait acheté un cabinet dentaire là-bas, dans cette petite ville de 7 ou 8 000 habitants. Et donc, en 1979, la révolution islamique a eu lieu en Iran. Je pense qu'on y reviendra probablement parce que c'est aussi l'actualité. Et évidemment, j'avais une dizaine d'années, j'entendais tous les jours mon père annoncer qu'un cousin, un oncle, une tante, un ami proche de la famille avait été arrêté, exécuté, assassiné, parfois par les islamistes. Et donc j'ai grandi avec ça. Et puis mon père, dans les années 80, s'est mis en tête d'accueillir les réfugiés. Et on avait quitté Clamecy, on était arrivé à Dijon, donc une ville quand même beaucoup plus importante. Il n'y avait pas de dentiste qui parlait le persan à Dijon, mais il y avait un centre d'accueil pour les réfugiés politiques. Et donc, tous ceux qui avaient mal aux dents terminaient dans son cabinet. Et après son cabinet, en général, ils terminaient à la maison. Donc, j'ai côtoyé tout ce qui pouvait exister, en fait, d'opposants politiques iraniens dans ma jeunesse. Des monarchistes, des communistes, des islamo-marxistes, parce qu'ils passaient tous à la maison. Alors, pour l'anecdote, mon père, qui était plutôt, pour le Shah d'Iran, donc qui était très monarchiste, nous disait toujours, à nous ses enfants, parce qu'on s'étonnait qu'ils reçoivent des gens qui étaient des ennemis, il nous disait on se doit d'être solidaire, c'est comme ça. Bon. Et donc ça m'a donné l'occasion de grandir dans une famille très ouverte en fait sur le monde, très curieuse. Et j'ai été très marqué par une chose, c'est que alors que j'étais élève, je ne sais plus, j'étais en 5e ou 4e, le père de mes copains était journaliste. Et m'a demandé d'interviewer en fait mon père et mon oncle qui arrivait d'Iran, qui était réfugié politique en l'occurrence. Et en fait, je me suis dit, mais tiens, c'est bizarre, pourquoi un journaliste, il demande à interviewer des gens qui arrivent là à Dijon, pourquoi il n'y a pas sur place? En fait, c'est là-bas que ça se passe.
Et en fait, ça a tourné à l'obsession. Je suis toujours obsédé par ça. Je me dis que quand on veut avoir une information, il faut aller sur place, voir à quoi ça ressemble, il faut aller la chercher en fait sur place, parce que c'est tellement facile de le faire en fait depuis ici. Donc moi j'aime bien la difficulté, je suis né... C'est justement la dérive que l'on va constater tout à l'heure, dont on va parler, c'est cette information qui est donnée sur place, qui est donnée en plateau, comme on dit, à la différence de cette vraie information qu'on va chercher sur le terrain. Exactement. Et ma deuxième, je dirais autre chance, c'est que j'étais un mauvais élève à l'école, donc je m'ennuyais énormément, je m'ennuyais d'ailleurs à tel point que quand j'étais en seconde ou première, on m'a conseillé d'aller faire un métier manuel. Je suis absolument pas manuel, hein. Je suis à peine capable de planter un clou dans un mur. Et heureusement, mes parents m'ont pas cédé, donc j'ai passé mon bac. Et puis j'ai eu la chance en fait de faire des études de sciences d'histoire, de sciences politiques, de faire une école en fait de réalisation audiovisuelle parce que je voulais tourner des documentaires. Mon père m'a permis de m'initier à la vidéo, si je peux dire, parce qu'il avait une caméra. Quand nous allions passer des vacances en Iran notamment, voilà, il avait toujours sa caméra que je lui ai rapidement piquée. Et puis, comment dire, de façon presque naturelle, j'ai produit mon premier film. Enfin, j'ai commencé à France 3 pour tout vous dire. J'ai passé une semaine à France 3, j'ai compris que c'était pas mon truc. À France 3 Région, à Dijon, et je suis rentré le lundi, j'ai démissionné le vendredi. Et je me suis dit que j'allais faire les choses par moi-même. Et donc j'ai créé en fait ma première entité de production, si je puis dire. Et puis j'ai fait mon premier documentaire que j'ai vendu à France 3, en fait, par la suite. Donc c'était pas si mal, au final. Et puis c'est comme ça, en fait, que de fil en aiguille, je suis rentré en fait dans des rédactions, que j'ai eu la chance de travailler pour des grands magazines, que ce soit le Figaro Magazine notamment, que ce soit Paris Match, et de travailler aussi pour des chaînes de télévision. Alors j'ai beaucoup travaillé, j'ai réalisé beaucoup de reportages, de grands reportages pour la chaîne Arte. Alors toujours au Moyen-Orient, parce que ma spécialité, c'est plutôt la géopolitique du Moyen-Orient. Je me suis beaucoup intéressé au phénomène djihadiste, parce qu'étant très marqué par la révolution iranienne. Et donc ma deuxième spécialité, c'est vraiment de m'intéresser en fait, au problème de l'islamisme et du djihadisme. Donc je me suis dit que j'allais aller voir directement à quoi ressemblait voilà, le Hezbollah au Liban, le Hamas en Palestine, etc., etc. Et donc j'ai passé en fait 20 ans de ma vie, même plus, puisque ça fait 30 ans aujourd'hui que je suis journaliste, je continue à le faire, donc à aller voir des groupes islamistes, des groupes djihadistes, pour comprendre ce qui les amène donc à se radicaliser, pour comprendre ce qui les amène à pratiquer le terrorisme, et ce qui les amène à pouvoir être en rupture avec la modernité, avec le progrès, en tout cas pour une partie d'entre eux, parce que je pense que je suis très marqué par l'histoire de ma famille, qui a quand même beaucoup souffert de la révolution iranienne, et que donc j'ai ce désir de comprendre. Alors, de comprendre, attention, hein, pas pour excuser, parce que je ne les excuse pas du tout. Ce sont des... en tout cas, ceux que j'ai côtoyés, pour beaucoup, sont des assassins, donc ce n'est pas excusable. Ils ont une haine parfois qui est irrationnelle de ce que nous sommes, mais néanmoins, c'est intéressant d'aller expliquer comment on en arrive là, parce que si on veut combattre ce phénomène-là, et empêcher notamment aujourd'hui les jeunes de tomber dans la radicalisation, il faut bien les connaître en fait pour savoir, je dirais, savoir les combattre. Donc ça, c'est mon métier, je dirais, à 90% du temps, avec une petite parenthèse, j'ai une grande passion pour les Indiens d'Amérique, et donc quand je suis fatigué de courir au Moyen-Orient, je vais tourner un film, faire un sujet voilà, aux États-Unis ou au Canada, en général sur les réserves indiennes. Voilà pour vous expliquer à peu près qui je suis. Je ne sais pas si je l'ai bien fait parce que c'est très raccourci et pas forcément passionnant. On a toujours intérêt à donner un temps limite à Emmanuel, parce que j'ai constaté qu'il avait une facilité à nous emmener au gré de ses aventures, et ça peut durer des heures. C'est pas que ça me gênerait, mais il faut qu'on soit quand même dans les délais. Alors, plusieurs pays, je vais commencer par le premier, le plus affectif, si je puis dire, c'est l'Iran. Donc, quel est votre regard sur la situation iranienne? Et puis, surtout, ce qu'on disait l'autre jour, c'est quelle issue on peut voir à cette crise? Alors pour moi, c'est doublement d'actualité, parce que je suis en train de préparer un sujet là-dessus, sur l'avenir politique de l'Iran. L'Iran, c'est un pays qui est extrêmement complexe. D'abord, c'est un pays, je le dis parce que j'entends parfois certains de mes confrères comparer l'Iran au pays arabe, donc ce n'est pas un pays arabe. Le persan, la langue persane est une langue indo-européenne, donc elle est assez proche finalement de la langue française. Hein. On a la même construction en tout cas que les langues latines, en tout cas pour partie.
L'Iran est un pays extrêmement éduqué, ça n'apparaît pas forcément évident lorsqu'on voit les gens qui dirigent ce pays, qui sont des enturbanés. Alors je suis extrêmement dur avec eux parce que je considère qu'ils sont ce que l'Iran a produit de pire, et que c'est pour moi effectivement une aberration que ces gens-là se soient retrouvés en fait au pouvoir. Donc j'espère ne heurter personne, mais par mon travail, je ne pourrais pas vous mentir ce soir, je n'aime pas beaucoup les islamistes en général, donc je suis assez dur sur ces gens-là, qui ont pris le pouvoir en 1979. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y avait un dictateur qui était le Shah d'Iran, qui était Reza Pahlavi, mais qui était un dictateur, ce qu'on a coutume d'appeler aujourd'hui un dictateur éclairé, c'est-à-dire un dictateur qui avait soif de modernité, qui était tout à fait pour l'égalité entre les hommes et les femmes, qui a créé beaucoup d'universités, notamment avec l'aide de son épouse Ashabadou avec Faradiba, et qui a été d'ailleurs le premier à donner le droit de vote en Iran aux femmes, à permettre aux filles de suivre des cours à l'école, des cours mixtes avec les garçons, avec les universités. Donc c'est quand même quelqu'un qui a fait beaucoup en fait pour ce pays, mais il avait un problème avec les communistes qui l'emprisonnaient, qui le torturaient. Effectivement, dès qu'on était dans l'opposition en fait au Shah en Iran, on finissait à la prison d'Evin, dont on parle beaucoup en ce moment, la prison du nord de Téhéran, où les gens étaient battus, torturés, parfois exécutés, voilà. Et il y a toute une partie de l'opinion publique en fait iranienne qui en avait assez en fait de ce diktat, notamment en fait dans les milieux très intellectualisés, les milieux universitaires, et qui a décidé en fait de se retourner contre eux. Ces gens-là, qui étaient plutôt de gauche en général, se sont associés en fait à l'ayatollah Khomeini, qui était un mollah, donc qui était issu du clergé musulman, chiite, puisque l'Iran est un pays chiite. Et l'alliance, je dirais, de cette résistance, de cette opposition de gauche avec les islamistes a créé en fait un mouvement de fond qui a été quand même largement aidé par les États-Unis à un moment donné où les États-Unis ont considéré qu'ils voulaient se débarrasser du Shah, ils le considéraient plus fiable comme allié. Pourquoi? Parce que le Shah d'Iran commençait à menacer les Américains d'acheter des armes aux Russes. Et on est en 78, 79, donc les communistes sont déjà en Afghanistan, on est à quelques mois de l'invasion en fait, soviétique de l'Afghanistan, et les Américains s'inquiètent et se disent il faut utiliser l'islamisme pour lutter contre le communisme. C'est d'ailleurs une doctrine de la CIA, islamisme contre communisme, c'est son nom. C'est ce qu'ils ont fait en Afghanistan. C'est ce qu'ils ont fait notamment en Afghanistan. Et donc le Shah a été renversé, ils sont arrivés en fait ces gens-là. Et ces gens-là, ces mollahs, cette théocratie, a fait du voile islamique son étendard. Et cet étendard est devenu l'un des piliers de ce régime. Et évidemment, les premières à en souffrir, et c'est très important ce que je dis là, parce que ce sont les femmes, et ce sont les premières à s'être rebellées contre ce régime. Mais d'ailleurs, dès le début, c'est-à-dire dès 1979, il y a eu des manifestations de femmes contre le voile. On a l'impression que ce qu'on voit en ce moment, c'est récent, pas du tout, ça a 40 ans. Ça fait longtemps que les femmes se rebiffent, sauf que pour la première fois, c'est en train en fait de traverser toutes les couches de la société, qu'elles sont soutenues en fait par les hommes, et que ça transcende toutes les catégories, je dirais, d'âge. Donc je ne sais pas si on est actuellement en Iran dans une nouvelle révolution, on est assurément dans quelque chose qui précède ça, en tout cas, qui précède une révolution. Quoique aujourd'hui, j'ai parlé pas mal d'Iraniens, je n'ai cessé d'entendre le mot révolution dans la bouche de ces jeunes. Je souhaite qu'ils aient raison. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas aujourd'hui vraiment de leader de cette contestation. L'opposition iranienne, elle est plutôt en fait dans les pays étrangers, elle est beaucoup aux États-Unis. Le fils du Shah. Alors, il y a le prince Pahlavi, le fils du Shah, alors qui a une formule très juste, j'ai trouvé ces dernières semaines, qui a dit la question n'est pas de savoir quand si le régime des mollahs va tomber, mais quand. Et je pense qu'il a sans doute raison, je pense qu'on est dans ce moment-là. Les forces en présence, parce que quand on parle du régime actuel, du régime iranien, on a les mollahs, on voit maintenant des scènes dans la rue où des jeunes viennent et puis leur arrachent leur couvre-chef. Les mollahs, les gardiens de la révolution, c'est eux finalement qui tiennent un peu la décision, parce que tout dépendra un peu de leur réaction. Soit ils demandent aux mollahs d'imposer davantage la religion, soit ils mettent de côté les mollahs et eux prennent les choses en main, et là ça sera une vraie dictature. Vers quoi on s'oriente? Alors il y a plusieurs scénarios. Malheureusement, je ne suis pas devin, mais je pense que votre question est très juste, parce que vous avez bien posé en fait la base de ces scénarios. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le régime est une théocratie,
Mais tout l'arsenal, je dirais, sécuritaire, économique, est tenu en fait par les gardiens de la révolution, donc les Pasdaran, qui sont d'une violence inouïe, qui ne veulent pas, qui ne veulent en aucun cas céder la place. Donc ces gens-là aujourd'hui sont sans doute en fait la clé, l'une des clés en tout cas, des scénarios à venir. Les deux choses l'une, soit eux-mêmes vont contribuer à renverser le régime actuel et prendre le pouvoir, c'est une possibilité, en lâchant en fait le volet religieux, c'est-à-dire qu'ils vont dire ok, le voile on s'en fout du moment qu'on garde le pognon, parce que c'est à peu près ça. Il faut savoir que l'Iran c'est un régime ultra corrompu, que les gardiens de la révolution forment une organisation ultra corrompue, et que cette révolution d'ailleurs, qui est en train de se produire en ce moment, en tout cas ces mouvements de révolte, naissent, alors bien sûr à cause du voile, mais dans un contexte particulier. Il n'y a pas que le voile. Effectivement, il y a tout un contexte économique, puisque de l'Occident, on a tendance à croire que l'Iran, c'est un pays qui s'est régénéré, avec une classe moyenne, avec une population qui vit relativement, pas dans l'aisance, mais en toute sécurité d'un point de vue matériel. Or, il y a des zones très distinctes, si on prend Téhéran, mais dans la campagne, on crève la faim. Oui, mais même si on prend, je dirais, Téhéran Nord et Téhéran Sud, il y a aussi une vraie fracture qui s'opère. Aujourd'hui, les gardiens de la Révolution ont complètement en fait préempté l'économie iranienne, comme je le disais, et par exemple, ils ont donné des concessions à des sociétés internationales pour construire des barrages dans plein de régions qui sont déjà en fait en climat semi-aride. Donc dans un pays où il fait très chaud, quand on construit des barrages et on n'en a pas besoin, en général il n'y a plus d'eau. Et des familles entières, des centaines de milliers, des millions en fait d'Iraniens se retrouvent sans accès à l'eau potable, se retrouvent avec des coupures d'électricité. Et ces gens-là, évidemment, se révoltent aussi parce qu'ils n'ont pas de travail. Il faut comprendre qu'il y a un chômage aujourd'hui qui est vraiment endémique en Iran. Il y a plus de 50% en fait, de chômage, vous avez une inflation en fait, de plus de 60%. Vous avez des millions d'Iraniens qui ne peuvent pas en fait, se payer 2 repas par jour, qui sont obligés de faire un choix. Et donc ce mouvement en fait, de révolte, il arrive dans ce temps-là. Et effectivement, on a toujours une vision, je trouve que c'est très juste ce que vous dites là, en fait, de cet Iran, avec des classes moyennes, c'est vrai. Mais les classes moyennes, elles se sont extrêmement paupérisées en fait, ces dernières années. Et puis il y a eu le passage aussi du virus, du coronavirus, qui a fait énormément en fait, de dégâts. Il y a eu les embargos aussi contre l'Iran. Et donc on est dans une société aujourd'hui qui traverse probablement l'un des pires moments de son histoire contemporaine. Et bien évidemment, tout ça est dû aux mollahs et à leurs bras armés et leurs bras économiques, donc, que sont les Pasdaran. Alors, justement, par rapport à ce bras armé, ces gardiens de la Révolution, est-ce qu'il n'y a pas un autre danger, que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, mais qui serait un peu de remobiliser la population dans une certaine unité nationale et de les amener sur un conflit régional, qui peut amener après un conflit mondial, parce qu'on est quand même dans une zone sensible. Est-ce qu'on n'a pas ce risque-là d'amener le peuple iranien à la guerre pour leur faire oublier en quelque sorte tous les problèmes en intérieur? En tout cas, c'est probablement dans la tête des mollahs, puisqu'il y a quelques jours, les services secrets saoudiens ont dit avoir capté des notes du renseignement iranien prévoyant des attaques contre des sites saoudiens. Les services de renseignement américains se sont fait l'écho aussi en fait, de ces notes des services de renseignement iraniens. Et évidemment, tout le monde s'est mis en alerte maximum. Donc l'armée saoudienne en ce moment est en alerte maximum, en tout cas depuis quelques jours. Les Israéliens se sont mis aussi en alerte, évidemment, parce qu'ils n'attendent que ce prétexte pour aller bombarder l'Iran, parce qu'ils se soucient beaucoup du fait que l'Iran puisse obtenir, comment dire, via l'uranium enrichi, l'arme nucléaire. C'est un vrai danger pour Israël. Donc effectivement, on est dans un moment où il y a peut-être une menace qui peut poindre. Après, moi, je raisonne toujours avec un cerveau un peu perçant, et je pense que les Iraniens, ça aboie beaucoup. En tout cas, le régime iranien, il est habitué, en fait, à travers ses 40 ans, 43 ans de pouvoir, il nous a habitués à beaucoup aboyer, à pas forcément toujours agir. Ils sont beaucoup plus quand même forts à pratiquer le terrorisme d'État qu'à rentrer dans un conflit ouvert. Il y a eu le conflit, la guerre Iran-Irak, elle a laissé quand même, elle a fait des ravages, déjà 1 million de morts, et puis elle a laissé un souvenir extrêmement douloureux à la population. Donc ce qui est sûr, c'est que les mollahs agitent le spectre d'un possible conflit, par exemple avec l'Arabie Saoudite ou avec Israël, effectivement pour, à l'intérieur du pays, remobiliser la population en fait, autour d'eux. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est ce qui va se produire. Mais on a quand même, en local, ce que vous disiez, la géographie, pour comprendre,
on a quand même le détroit d'Ormuz. Alors, oui, ça, le détroit d'Ormuz, du jour au lendemain, très facilement, on peut bloquer, on peut fermer, et c'est une crise mondiale, parce que je ne sais plus quel est le pourcentage de la production de carburant, de pétrole, passe par le détroit d'Ormuz. Alors oui, c'est vrai, parce que le détroit d'Ormuz, en fait, c'est un détroit qui donne accès en fait au Golfe Persique depuis l'océan Indien, ou qui donne accès à l'océan Indien depuis le Golfe Persique, et donc pétrole, gaz circule, en tout cas produit par les pétromonarchies du Golfe, donc circule en direction du reste du monde à travers ce détroit qui n'est pas très profond, et il suffirait de couler quelques tankers de 200 mètres, 300 mètres de long pour effectivement le boucher en partie, le bloquer en partie de toute façon, puisque sa profondeur par endroit est 70 mètres, donc effectivement ça pourrait poser un vrai problème. Et c'est aussi une menace que brandissent en fait les Iraniens depuis très longtemps, qu'ils n'ont jamais suivi d'effet quand même, parce que je pense qu'ils ont peur de la réaction qu'il y aurait immédiatement, à la fois bien sûr des pétromonarchies arabes avec lesquelles ils n'ont pas forcément des très bons rapports, et que c'était le Qatar, et bien sûr des Américains qui pourraient réagir de façon extrêmement violente. Tout de suite, il faut comprendre que dans le Golfe Persique, moi j'ai eu la chance de beaucoup me promener dans le Golfe Persique sur des navires de guerre, pas que sur des navires, sur des poutres aussi, c'était assez romantique, assez sympa. Mais quand on est sur un navire de guerre, on ne cesse de croiser d'autres navires de guerre. Il y a quasiment toutes les nationalités qui sont là. On a l'impression d'être quasiment dans un lieu au bord en fait, de la guerre, ce qui n'est pas forcément le cas du tout. Mais en tout cas, c'est assez impressionnant. Et donc, les Iraniens le savent. Et donc, leur marine, même s'ils ont une marine qui est assez bien équipée, qui est assez nombreuse, moi j'ai eu l'occasion de voir d'ailleurs la marine iranienne, il y a quelques années, je faisais un reportage justement sur le détroit d'Ormuz à bord du BBC Mistral, qui est un porte-hélicoptère français. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que au moment où j'étais en train de demander au pacha du porte-hélicoptère si parfois ils étaient attaqués par les Iraniens, s'il y avait des tensions, les Iraniens, on les voit jamais. Il n'avait pas fini de prononcer sa phrase que, pouf, 3 vedettes iraniennes, des Iraniennes de la C'était un expert. Voilà, non, il était très très brillant, mais en fait, il n'avait pas envie de leur raconter. En plus, la caméra tournait, donc évidemment, au moment où il me dit ça, il y a évidemment l'alarme qui est donnée en fait sur le bateau. Il déverrouille les mitrailleuses, on voit les vedettes arriver, donc c'était formidable pour moi, évidemment, de voir ça, de me dire ah ça y est, on est en pleine action. Donc on voit bien que très régulièrement, en fait, les gardiens de la Révolution viennent asticoter la marine française, la marine américaine, la marine britannique, peu importe, mais ils passent pas à l'action, parce qu'en face d'eux, ils ont quand même des navires hyper puissants, et c'est ce que j'ai vu en quelques minutes, les Iraniens ont fait demi-tour. Parce qu'un second navire, qui était un navire d'escorte, s'est positionné, enfin, ils ont vu qu'ils ne faisaient pas le poids, et ils sont rentrés chez eux. Donc je pense qu'ils ont quand même conscience. Alors, pour passer à une autre zone chaude, si je puis dire, l'allié de l'Iran, l'allié de cœur, c'est le Qatar. Et l'actualité nous amène dans 15 jours au Qatar, là, avec l'ouverture de la Coupe du Monde. Dans ce bouquin, justement, vous disiez la Coupe du Monde n'aura pas lieu. C'était il y a 5 ans, parce que vous étiez très pessimiste par rapport à l'évolution de la situation au Qatar. Elle aura lieu. Est-ce qu'elle aura lieu dans de bonnes conditions ? Alors en fait, je me suis super trompé là-dessus parce que je pensais réellement qu'elle aurait pas. Je voulais pas mettre le. Non, mais si, tu as raison, j'assume complètement. Heureusement que de temps en temps je me trompe. Et je me suis vraiment trompé là-dessus parce que je considérais à l'époque, il y a une chose qui m'avait échappé parce que je suis pas du tout spécialiste du foot. Et les statuts de la FIFA prévoient qu'on ne peut. La corruption qui est. Et on ne peut pas annuler une Coupe du Monde. C'est un des organismes les plus corrompus. C'est ce que l'on dit effectivement, et donc de fait les problèmes de corruption ne les gênaient pas, mais surtout moi ce que j'avais vu à l'époque c'est que le Qatar est un pays, j'ai passé 3 ans de ma vie au Qatar, j'ai travaillé durant 3 ans en tant que journaliste là-bas, donc c'est un pays qui est très intéressant, et tous les Qataris évidemment ne sont pas des terroristes, il y a des gens aussi formidables là-bas, mais le régime qatari, clairement, a soutenu l'organisation islamiste des frères musulmans, qui est la matrice, je dirais, du djihad contemporain, très clairement. Ils ont soutenu Al-Nosra, donc en Syrie, qui est la filière d'Al-Qaïda en Syrie. Ils ont soutenu en fait Daesh par des financements, par des livraisons d'armes. Et donc, il m'apparaissait totalement aberrant que des États occidentaux acceptent qu'une Coupe du Monde se passe dans un pays qui avait institutionnalisé le soutien au terrorisme islamiste. Quand je dis ça, pour être très précis,
Nous avons des jeunes qui ont été tués en fait au Bataclan lors d'un concert par des djihadistes. Et c'est cette même nibleuse qui passe par le Qatar qui, à un moment donné, a conduit, d'accord, à ce que des groupuscules comme celui en fait qui a agi au Bataclan ou à l'aéroport de Bruxelles il y a 4 ou 5 ans se constituent. Et donc, évidemment, pour moi, ça me paraît totalement aberrant. Moi, je trouve formidable qu'une Coupe du Monde ait lieu dans un pays arabe. Les Arabes adorent le football. Il y a 500 millions de supporters, en fait, arabes. Donc, c'est formidable. Mais pas au Qatar, très clairement. Voilà. Mais je ne connaissais pas les statuts de la FIFA et j'aurais dû les regarder, effectivement, d'un peu plus près. Les gens ont la tête de la FIFA. On parle du Qatar. Maintenant, on parle du Qatar comme on parle des États-Unis, comme on parle de la Russie, presque comme une puissance mondiale. Et si on revient à l'origine, le Qatar, c'est un pays qui a 50 ans. C'est un pays qui compte 300 000 autochtones, une population globale de 2,3 millions. En 50 ans, comment est-ce qu'on peut expliquer que ce pays est arrivé au cœur de la géopolitique, au cœur de la politique mondiale? Alors, en fait, effectivement, le Qatar en fait, s'est créé en 1971. Le Qatar a été confronté à un choix. Donc c'était un dominion britannique, hein, ils étaient sous tutelle en fait, des Anglais, et lorsque les Anglais, qui avaient entamé déjà leur décolonisation de toute la région, lorsque les Anglais se sont retirés, s'est posé un choix qui était soit de rejoindre les Émirats Arabes Unis, qui étaient aussi en train de se constituer, donc la Fédération des Émirats Arabes Unis, soit de se constituer en tant qu'État. Sauf que le Qatar avait un problème, c'est qu'aujourd'hui ils sont 300 000, mais à l'époque il n'y avait quasiment pas un Qatari, quoi. C'était un véritable désert. Donc qu'a fait en fait la famille Al Thani qui dirige le Qatar depuis cette époque, en tout cas officiellement, ils ont proposé en fait à un certain nombre de gens de prendre la nationalité qatari. Parmi eux il y avait des Iraniens, c'est pour ça qu'ils sont assez proches d'ailleurs des Perses, c'est qu'il y avait un certain nombre de commerçants, des caravanes qui passent là, de commerçants iraniens, chiites, à qui ils ont proposé de prendre la nationalité qatarienne, en contrepartie de quoi ils auraient en fait une subvention mensuelle et ils pourraient développer leur business en fait au Qatar. Et donc beaucoup en fait de ces commerçants, ces caravaniers ont accepté, ils se sont convertis en fait du chiisme, ils sont passés au wahhabisme, qui est une autre branche de l'islam, qui est celle qui est pratiquée en fait au Qatar, qui est plus rigoriste. Oui, on a coutume de dire que le wahhabisme est la branche de l'islam la plus rigoriste, effectivement. Et c'est comme ça en fait que s'est constitué ce Qatar qui avait une richesse phénoménale. C'était alors un peu de pétrole, mais surtout le gaz et le gaz liquide. Et le Qatar partage l'un des plus importants champs gaziers sous-marins au monde avec l'Iran, qui s'appelle North Dome. Donc ils ont des rapports très complexes avec les Iraniens parce que évidemment les Qataris n'aiment pas beaucoup les chiites, mais il se trouve qu'ils font du business avec eux. Ne serait-ce que parce qu'ils partagent l'exploitation de ce champ gazier avec eux. La deuxième chose, c'est qu'en 2017, le Qatar, qui était largement accusé par ses voisins saoudiens, émiriens notamment, de soutenir les frères musulmans, donc l'organisation islamique des frères musulmans, de soutenir aussi en fait Al-Qaïda, s'est vu demander par ses mêmes voisins de ne plus soutenir ces organisations islamistes. Le Qatar a refusé. Et de fait, ces États en fait ont mis en place un embargo autour en fait du Qatar. Donc il y a eu une vraie rupture dans les relations diplomatiques, alors que c'est des pays qui sont proches. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est souvent les mêmes familles qu'on retrouve au Qatar, aux Émirats Arabes Unis, en Arabie Saoudite. Donc il y a eu une vraie fracture, une vraie rupture. Et donc qu'a fait le Qatar? Il a été obligé de demander en fait de l'aide à la Turquie et à l'Iran. Et l'Iran s'est empressé de lui apporter de l'aide.